Je pense que si plus de gens avaient conscience à quel point en réalité tu peux faire changer des trucs à petite échelle autour de toi et qu'en fait ça fait boule de neige, on vivrait plus dans les mêmes villes, plus dans les mêmes sociétés, quoi. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler d'une Lausanne où coulerait de nouveau à ciel ouvert la rivière du Flon. Cette Lausanne, elle a été imaginée par le collectif Affluent que Simon Serre-Carpentier va nous présenter. Le 17 janvier dernier, j'ai donc rencontré Simon au Café de la Louve. On a choisi ce café parce qu'il se trouve sur la place Pépinet, sous laquelle la rivière de la Louve coule. Étant donné que les rivières lausannoises elles sont aussi importantes pour le collectif que dans le roman, le choix il a semblé évident. Ceci étant dit, la personne que nous allons écouter aujourd'hui est membre d'Affluent depuis 2020 et de profession architecte urbaniste. Pour la petite histoire, le collectif il est né à la base d'un groupe d'amis d'études qui s'est élargi avec le temps et qui rassemble aujourd'hui des personnes des domaines de l'urbanisme, de l'architecture et de la géographie. Ensemble, ils créent des projets innovants et participatifs qui lient l'urbanisme aux enjeux environnementaux, climatiques et sociaux. Mais avant d'en dire plus, je vous propose d'écouter, comme toujours, Anne-Sophie Fournier-Gaillard, une conteuse vaudoise qui va nous lire un extrait du roman lié à la thématique d'aujourd'hui. En avance, je m'écarte de l'agitation, m'assieds en tailleur sur un muret longeant les pierres bordantes, profite de la tiède température et observe. Les jonquilles rangées dans de longs rectangles de terre impeccablement définis attirent mon premier regard. Leurs tubes dentelés illuminent la rive grisée par les goudrons piétons et automobiles. Je me rappelle avoir lu quelque chose à leur sujet. De conséquents travaux entrepris dans le but de promouvoir une image naturelle de la ville. Je ricane. Malgré cette allure très réussie, soignée, cette tendance à défaire pour refaire, décomposer pour recomposer, déconstruire pour reconstruire mes cœurs, la raison me rebute. Une image de... Il y a 200 ans, seule la nature et quelques ouvrages humains côtoyaient ce lac. Parmi eux, un château rétabli à plusieurs reprises dès le XIe siècle, quelques routes et barques de pêcheurs. Les sols irréguliers, les arbres éparses et les étendues d'herbes sauvages régnaient. Tout s'est accéléré avec l'implantation de la gare, installée en ce qui était à l'époque la ville. Une nouvelle infrastructure qui en a requis d'autres. Funiculaires, quais, hôtels, places. À la fin du XIXe siècle, l'eau et ses alentours sont devenus un véritable lieu de passage touristique. Et depuis lors, le rivage n'a fait que se développer. Je repense à d'anciennes représentations de la ville, regarde autour de moi. Je ne reconnais rien. Une inquiétude me traverse. Jusqu'où allons-nous aller ? Comme je vous le disais, étant donné qu'on s'est rencontrés dans un café qu'on a choisi symboliquement, les sons environnants n'ont pas tout à fait échappé à l'enregistrement, et j'en suis désolée. Mais comme tout ce que Simon va nous partager sera si intéressant, je suis sûre que vous n'allez même pas vous en rendre compte. Enfin bref, je propose de laisser tout de suite Simon compléter l'histoire d'Affluent que j'ai commencé tout à l'heure. Le collectif il est né du constat que quand tu travailles dans un bureau d'architecture par exemple, en fait tu vas travailler pour des promoteurs et des clients qui s'en foutent un peu et qui te permettent pas d'appliquer toutes tes super idées. Et du coup c'est hyper frustrant parce que on est tous des idéalistes et en même temps tu arrives dans des bureaux puis tu fais ce qu'on te dit de faire. Tu vas aller bétonner la campagne, enfin c'est pas beau quoi. En tout cas, moi, c'est cette frustration-là de se dire la planète, elle crame, mon métier, il me sert juste à rien faire, en fait. Alors qu'en même temps, on a plein d'outils pour repenser le territoire. On fait des projets comme Où est la rivière, qui est un projet utopique, théorique, sur du papier. Et on fait aussi pas mal de démarches participatives, d'ateliers avec les enfants. Enfin, du coup, il y a plein de choses différentes. C'est un peu en fonction des affinités, des compétences des gens. Et du coup, on fait ça le week-end, les samedis. On n'est pas du tout payé. Et en fait, cette absence d'objectifs financiers fait qu'on a une liberté aussi. Sur cette base-là, on peut retenir 3 lignes directrices du collectif. La première, c'est la co-construction, c'est-à-dire co-concevoir les espaces entre les professionnels du milieu et les personnes qui les côtoient ou qui y vivent. Ensuite, il y a l'environnement, qu'il soit préservé ou du moins qu'il soit intégré intelligemment
dans les démarches d'urbanisme, en prenant en compte tous les changements et les enjeux actuels à ce sujet. Et enfin, il y a un aspect social, sur lequel on reviendra un peu plus tard. En attendant, on va juste s'arrêter sur l'aspect financier que Simon a abordé. Même si l'avantage de ne pas avoir d'ambition financière, c'est la liberté, comme il l'a mentionné, il a aussi relevé à plusieurs reprises l'énergie que leurs activités leur demandent, parce que tout se fait sur leur temps de congé, à côté de leurs emplois respectifs et sans aucune compensation matérielle. Il a donné l'exemple de l'exposition Où est la rivière, dont on parlera un peu plus tard, qui leur a demandé 2 ans d'investissement et qui les a toutes et tous épuisés. La ressource humaine, entre guillemets, si j'utilise ce terme un peu traître, c'est précieux, mais en même temps, c'est fragile. Du coup, si on avait de la thune, on pourrait se payer pour le faire, ce travail, et puis être tranquille, et puis avoir beaucoup plus d'impact, mais en même temps, le système, il n'est pas fait pour. En général, on perd de l'argent à faire ce travail plus qu'on en gagne, quoi. Mais on gagne tellement d'autres choses, tu disais, on rencontre tellement de gens, c'est trop bien, quoi. Je pense que cet aspect financier, il a l'air un peu chiant et pas intéressant, mais en fait, c'est tellement important dans notre travail. Malgré nous, ça reste quand même hyper central dans beaucoup de choses qu'on doit faire, quoi. Avec ces quelques éléments de présentation qu'on vient d'entendre, j'ai demandé à Simon si le collectif se considérait comme militant. Il m'a répondu que pas forcément, que c'était un militantisme très doux et plus artistique qu'autre chose. Mais tout de même, il y a une forme d'engagement évidente, notamment en faisant la promotion de l'intelligence collective, mais aussi le pouvoir d'agir, comme on va l'entendre tout de suite. En fait, ce qu'on veut, c'est donner aux gens l'impression qu'ils ont la capacité et le pouvoir de faire des choses. Parce que souvent, les gens ne s'impliquent pas dans les démarches participatives parce qu'ils se doutent que c'est du bullshit. Et du coup, ils se disent, à quoi bon, quoi. Certes, les démarches participatives, c'est un peu cadré d'une certaine manière et payé par des gens qui s'en foutent un peu, mais qui le font pour faire bien. Et en réalité, il n'y a pas besoin d'être engagé dans une démarche participative pour s'engager soi-même, pour aller faire des trucs dans sa ville. Et puis, je pense que si plus de gens avaient conscience à quel point, en réalité, tu peux faire changer des trucs à petite échelle autour de toi et qu'en fait, ça fait boule de neige, on vivrait plus dans les mêmes villes, plus dans les mêmes sociétés, quoi. Maintenant qu'on sait un peu mieux ce qu'est le collectif Affluent, je vous propose de passer à un projet récent que les membres ont entrepris. Vous en avez peut-être entendu parler il y a une année, c'était une exposition qui portait le nom de « Où est la rivière ». Ce projet, il est parti de Simon lui-même, avec son travail de fin d'études en architecture, avec une spécialisation en urbanisme. J'avais redessiné le quartier du Vallon avec la rivière du Flon reconstruite. C'était parti en gros débat et je m'étais dit que c'est cool en fait de venir un peu titiller. Et après, j'ai obtenu de ma professeure en fait, de continuer à travailler sur ce même quartier, mais dans un cadre différent. Et puis en fait, après 9 mois de ce travail-là, plus 6 mois de fin d'études, j'avais accumulé en fait une telle masse de pièces à conviction en faveur de reconstruire la rivière. Après tout ce travail sur ce quartier-là, j'avais ces connaissances qui flottaient dans ma tête en mode on peut reconstruire la rivière du Flon et j'en étais convaincu, quoi. Par la suite, au cours d'un deuxième mandat, il a eu l'occasion d'en discuter avec des ingénieurs en hydrologie qui ont confirmé que techniquement, son idée était possible. Convaincu, il a donc fait part de ça aux autres membres. Et ensemble, ils ont commencé à travailler sur un projet qu'ils ont finalement déposé à un concours organisé par la ville de Lausanne, autour de l'architecture et du paysage. Même si ce concours n'avait pas pour but d'aboutir sur une réalisation concrète des projets, il se voulait encourageant en finançant les meilleures idées des candidates et des candidats. Et c'est le cas du collectif Affluent qui a été primé en obtenant la seconde place. C'est cette enveloppe-là qui a permis d'approfondir le projet, d'en faire une expo, un livre et des événements. Faire un prix au concours d'idées, c'était énorme parce que c'était une première forme de reconnaissance un peu officielle. C'est un jury d'experts professionnels qui te juge, qui te donne une note. Et le fait qu'il y ait une chier de thune à la fin, je me souviens, j'ai une amie, on a gagné 50 000 balles. Puis tout d'un coup, c'était ah ok, donc c'est un vrai truc en fait. Je sais pas vous, mais moi qui suis absolument pas connaisseuse dans ce domaine, c'est de la peine à imaginer comment la rivière du Flon pourrait être à nouveau entièrement à ciel ouvert. Simon me disait qu'il y a des endroits où elle est ensevelie sous plusieurs mètres. Pour que vous puissiez un peu mieux visualiser cette rivière, sachez qu'elle entre en terre dans le quartier de la Sala et qu'elle débouche dans le Léman. Tout le projet, en fait, il existe grâce à l'idée de construire un barrage au-dessus de la Sala. La vallée, c'est un trou et puis ils l'ont rempli de terre et donc la rivière, elle arrive, elle rentre sous un tunnel. Mais si tu bouges ce tunnel, ça va remplir l'évier, on va dire, et ça va repasser par-dessus. Et donc toute l'idée du projet, c'est qu'on ne va pas creuser toute la ville de Lausanne pour retrouver le cours historique de la rivière qui est très très profondément enfoui. On va faire déborder la rivière au-dessus et en gros, elle va recouler dans l'espace public actuel, au-dessus du remblai. Normalement, quand on fait une renaturation de rivière, on creuse. Et là, l'idée, c'est pas de creuser, c'est l'eau qui monte, quoi.
En essayant de m'expliquer avec les termes les plus simples possibles leur idée, Simon m'a donné quelques exemples concrets et précis d'enjeux qui apparaissent à travers leur projet, mais aussi de l'itinéraire de la potentielle future rivière du Flanc. Dans le quartier du Vallon, on parle de la pollution du sous-sol. La vallée elle a été remblayée avec en partie les cendres de l'usine d'incinération des déchets. En gros, tout ce qui était cramé dans l'ancienne usine d'incinération était ensuite répandu dans ce qui était autrefois la vallée. Et puis ça a été mélangé avec les ordures ménagères, avec des déchets de construction, des déchets de chantier, etc. Et puis du coup, comme ça, on a comblé genre sur des dizaines de mètres. On a rempli toute la vallée de terre et de déchets. Et aujourd'hui, on sait que cette pollution, elle est présente, et dès que tu veux creuser un parking là-dedans, tout d'un coup, tu te retrouves à gérer des terres polluées, et puis ça crée plein de freins au développement, ce qui peut être bien quand c'est des projets de parking souterrain, ce qui peut être moins bien quand c'est des projets de rivière. Et puis du coup, quand on dédiagnostique la pollution du sol, les gens sont là, on peut rien faire, il faut rien faire, il faut laisser, il faut pas toucher, il faut pas excaver. Et du coup, en fait, on fait la stratégie de l'autruche en mode laissons la pollution là où elle se trouve et puis ne réglons pas les problèmes. Et du coup, nous, on n'a pas forcément la réponse technique sur comment gérer la pollution, mais déjà, commençons par en parler. Donc là, on parle de ça dans le quartier du Vallon. On aurait pu aussi parler de gentrification, mais la gentrification, on l'a reliée plutôt au quartier de Sébeillon-Sévelin, qui sont des quartiers qui vont être gentrifiés, chacun son tour. Et la gentrification se déplace. Autrefois, c'était le quartier du Flon, qui était un quartier alternatif qui s'est fait gentrifier par Mobimo. Et puis après, descendu un peu plus bas dans la vallée, donc maintenant c'est plutôt Sébeillon qui s'est fait gentrifier. Puis après, ça va être autour de Sévelin, et puis etc. etc. Et du coup, il faut que ce projet de rivière, il existe un jour, il soit aussi associé à des idées de solidarité et pas juste de greenwashing, quoi. Après, Simon m'a rendue attentive au fait que ce projet pourrait être réalisé par phase, c'est-à-dire que certains segments de rivière demanderaient moins d'investissement que d'autres. Mais surtout, il a tenu à me rappeler que c'est un vrai projet qui est faisable et qui n'est pas juste utopique. On l'a imaginé de manière un peu intelligente sans vouloir me jeter des fleurs, mais aujourd'hui, quand il pleut trop fort à Lausanne, il y a un risque d'inondation, surtout dans les endroits où était autrefois la rivière, donc par exemple le quartier du Flon. Et en même temps, si ça déborde trop, quand il y a des trop grosses pluies, ça part dans le lac, les égouts, les déchets, tout ça. Nous, notre projet, il prend en compte ces enjeux-là, puis il essaie d'améliorer la situation. On est assez convaincus que même si on ne reconstruit pas la rivière telle qu'on l'imagine là, il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer cette gestion des eaux à Lausanne. Et ça, je pense que c'est des arguments qui sont importants de mettre en avant, et c'est pas juste faire couler de l'eau parce qu'on est des hippies et qu'on veut des oiseaux, quoi. Le projet Où est la rivière, c'est un peu cette volonté-là pour réimaginer Lausanne et puis utiliser nos compétences d'architecte et d'urbaniste pour faire des trucs importants et intéressants. En même temps que l'exposition, tout ce projet a été mis sur papier et rendu compréhensible pour toutes et tous à travers un ouvrage qui comprend notamment un lexique, des éléments de contexte et historique, un chapitre de plaidoyer, des exemples de lieux et d'enjeux qui existent sur le tracé de la rivière, mais aussi des montages d'images qui rendent compte de ce que pourrait être Lausanne avec cette rivière. Mais comme vous l'entendrez, c'est plus que ça. C'est un manifeste d'urbanisme et des objectifs sous-jacents. Par exemple, celui de faire connaître des problématiques comme la pollution des sols ou la gentrification à des personnes qui ne sont pas du milieu. Ou encore, plus simplement, faire prendre conscience qu'il y a une rivière qui coule sous nos pieds. On a tous et toutes bossé comme des dingues pour réaliser une publication. Et puis dans cette publication, il y a un vrai projet d'urbanisme. Et typiquement, on a pas mal de sujets du type la pollution des sous-sols, mais aussi toutes les questions de gentrification et gentrification verte. Parce que quand tu fais un projet de paysage où tu plantes des arbres partout, en fait, le foncier il augmente derrière. Parce que ça augmente la qualité de vie, donc ça augmente le prix des appartements et du coup ça crée de la gentrification. En feuilletant avec Simon cet ouvrage qui est super complet, je lui ai quand même demandé ce qu'il faudrait maintenant pour qu'il puisse être concrétisé. Il faudrait qu'un parti à Lausanne soit porteur du projet. Et en fait, ce projet-là, si j'ai bien compris, il a été proposé au conseil communal déjà l'année dernière, ou en tout cas évoqué, donc c'est déjà des choses qui circulent dans les couloirs, j'imagine, du conseil communal. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on arrive de plus en plus à faire connaître cette idée-là, pour que tout d'un coup, il y ait une suffisante masse critique de gens intéressés pour qu'un parti politique prenne la peine de le mettre en avant, de le faire. Nous, on est assez convaincus que, en tout cas, ce tronçon-là de la vallée de la jeunesse, ça va être fait parce que c'est facile, entre guillemets. Là, il y a vraiment juste une vanne à ouvrir et l'eau, elle coule. Et en termes d'impact, ne serait-ce que d'espace public, avec une rivière dans la ville, c'est énorme, quoi. Ce serait super. Et donc ça, je pense que ça va séduire les gens. Juste pour préciser, quand Simon parle de la vallée de la jeunesse, c'est justement ce que je disais tout à l'heure.
le fait que le projet peut être réalisé en différentes phases. Parce que le projet complet, il comprend 7 km de rivière, mais avec des zones qui permettraient des réalisations plus facilement que d'autres. Pour terminer gentiment avec ce sujet-ci, j'ai demandé à Simon quels étaient les retours qu'ils avaient pu avoir, et s'il y avait des personnes qui s'opposaient, quels étaient leurs arguments. Quand on a commencé, on avait l'impression d'être des tarés que personne ne prenait au sérieux. Et puis maintenant, quelques années plus tard, on se fait interviewer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre tout d'un coup, les gens s'intéressent vraiment à ce qu'on a fait, alors qu'au début, on pensait qu'on était des fous. Et du coup, bah, ça nous donne raison, tu vois. Ça nous donne confiance et de la force pour faire d'autres trucs après, quoi. Nous, on était baignés, entourés de gens qui nous soutenaient. Et puis les opposants et les opposantes se sont pas vraiment manifestés tant que ça, quoi. Il y a peu de gens qui étaient contre, il y avait plutôt des gens qui étaient sceptiques. Avec le temps, vu qu'on a été pris au sérieux par suffisamment de gens, entre guillemets, importants ou intelligents, le scepticisme s'affaiblit en faveur de l'optimisme. Il y a toujours des sceptiques, hein, évidemment, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, dans les gens qui nous rencontrent, qui nous côtoient, ce projet il devient de plus en plus réel, quoi. On parlait de la pollution tout à l'heure des sous-sols. Et ça, c'est l'argument favori des opposants. C'est « Ah, mais il y a la pollution, donc vous pouvez pas le faire, c'est pas possible ». Ils ont raison d'une certaine manière. L'effort qui est nécessaire pour enlever la pollution du sous-sol, pour faire couler une rivière par-dessus, il est potentiellement énorme, selon quelle technique de dépollution tu vas choisir, etc. Mais c'est évident que ça va pas être une partie de plaisir pour les ingénieurs de réaliser ce projet. En fait, ça va être très très complexe. Et puis oui, les gens disent c'est trop compliqué, c'est trop cher, ça sert à rien, c'est pas suffisamment important. En gros, c'est ça. Nous, on contre-argumente justement avec des arguments en disant bah oui, mais on améliore la gestion des eaux à Lausanne, on limite les inondations, on limite les débordements d'égouts de milieu naturel, et puis surtout on génère des îlots de fraîcheur, parce qu'aujourd'hui, d'été en été, on est de plus en plus d'accord qu'avoir trop chaud, c'est pas agréable, jusqu'au point où la mortalité, elle devient si importante que les compagnies d'assurance qui sont d'accord avec nous au bout d'un moment, tu vois. C'est horrible à dire, mais on en est là. Et pour conclure cet épisode, on a parlé de l'avenir du collectif. On aimerait bien continuer de faire vivre la rivière de certaine manière. Il ne faudrait pas que l'énergie qui a été donnée pour l'expo s'épuise et puis disparaisse. Donc idéalement, on continuerait des petits événements, des choses pour continuer de faire connaître la rivière du Flon. Si vous avez apprécié le récit de Simon, que vous souhaitez vous investir pour votre région, que vous avez des questions sur le Flon ou simplement que vous avez envie d'échanger sur ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à consulter le site internet ou l'Instagram du collectif que vous trouverez en description. Si vous avez apprécié la lecture d'Anne-Sophie Fournier-Gaillard, je vous invite aussi à regarder son site internet ou son Instagram pour découvrir ses nombreuses qualités artistiques. Et enfin, si vous avez apprécié l'extrait que vous avez entendu ou le projet de manière générale, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon site internet, mon Instagram ou mon Facebook, ou même qui sait, vous procurer un livre en format e-book ou imprimé. Toutes les informations pour se le procurer sont en description. Sur ce, je vous dis à très vite pour une interview avec Oran Mackenzie, directeur à l'Éveil.